comprendre les courbes planes, à savoir les courbes paramétrées et les courbes polaires. Dans ce chapitre, la première partie courbe paramétrée, bon, pour construire et étudier une courbe paramétrée, il faut savoir définir le domaine. Après, il faut penser à réduire, si possible, le domaine en étudiant la périodicité, en étudiant la symétrie. Après, on cherche le vecteur dérivé, tableau des variations, et puis, des fois, on est obligé de déterminer la nature de points singuliers. On va étudier en détail les points singuliers. Étude de points multiples, on va dire qu'est-ce que c'est. Le point double, par exemple. Les branches à l'infini s'il y a des asymptotes. Et après, on va pouvoir construire méticuleusement la courbe. Qu'est-ce qu'une courbe paramétrée? Définition. Soit P le plan muni du repère orthonormé OIJ, I un intervalle de R, FG de fonctions numériques définies dans I, c'est-à-dire sont de fonctions réelles définies sur un même intervalle I. Pour tout point M de P, je vais opposer au M, c'est X selon I plus Y selon J. Donc M de coordonnées X, Y. Une courbe paramétrée plane est l'ensemble de points x, y prise par un point mxy, M appartient à P, dont les coordonnées sont de fonction d'un paramètre T. Bon, je vais essayer d'expliquer ça tout petit peu. Donc, bon, juste pour faire un peu plus élégant, au lieu de travailler avec la main, donc ça c'est mon repère, xy, et ça c'est un repère de R qui concerne T. Donc ici, c'est l'axe de T. Ici, c'est l'axe X. Ici, c'est l'axe Y. Donc, à chaque T ici, je vais associer un point M qui a pour coordonnées X à l'instant T et Y à l'instant T. Bon, lorsque T bouge, se déplace sur cet intervalle, donc lorsque T bouge ici, ben, mon point M, à chaque fois, change de coordonnées, elle va bouger sur une courbe. Cette courbe-là, l'ensemble de points M, X de T, Y de T, tel que T varie dans un certain intervalle I, qu'il soit fini ou infini, hein, M décrit une courbe. Cette courbe s'appelle courbe paramétrée, la courbe gamma. Bon, je reviens à mes slides pour continuer. Donc, la donnée des gamma est équivalente à la donnée de deux fonctions réelles, f de t, g de t, ou bien x de t, y de t. Hein. Bien sûr, le domaine de la courbe, il faut que x et y soient définis parce qu'il faut que m soit défini pour chaque valeur de t. Donc, le domaine, c'est l'intersection de domaines de f de t et de g de t. On dit que gamma décrit la courbe d'équation x égale f de t, y égale g de t, t appartient I, qui est le domaine, c'est le domaine de f inter le domaine de g. Voilà tout ce vu en terminale, par exemple, la courbe, la droite paramétrée, droite dans l'espace, hein, x de t, y de t, z de t, c'est la même chose, c'est une généralisation, mais là je travaille courbe plane. Par exemple, ça c'est une courbe, ça c'est une droite plane hein, de vecteur directeur. Alpha bêta, hein, et qui passe à l'instant 0, par exemple, par le point AB. Ça, c'est une droite. Le cercle. Bon, le cercle, si vous prenez M, vous projetez, ben, vous trouvez que x égale cosinus t, y égale
R cosinus t et R sinus t. Donc ça, c'est l'équation du cercle. Si vous calculez x2 plus y2, vous trouvez CR2. Hein? Donc x2 plus y2, si vous voulez, je peux écrire ici. Hein? Ouais, si vous calculez x2 plus y2, x2 plus y2, ça va vous donner R2 cosinus carré plus sinus carré, n'est-ce pas? R2 cosinus carré t plus R2 sinus carré t, ce qui fait R2 facteur cosinus carré t plus sinus carré t qui est 1. Donc c'est un cercle des centres hauts et des rayons 0, des rayons hauts. Hein. Ça, c'est l'équation paramétrique d'un cercle. Bien sûr, t varie entre 0 et 2π pour faire un tour complet. Périodicité. Je dis que la fonction est périodique. Hein. On dit que gamma est périodique de période d si et seulement si, déjà, lorsque je parle de f de t plus t ou t moins t, il faut que ça soit dans le domaine de f. Hein. La même chose pour g. Donc, il faut que t plus t, t moins t appartiennent pour tout t. Il faut que m de t plus t égale m de t. Donc, je reviens à ma place après une période de t. Hein. Donc, c'est x et y, ou bien f et g, sont le 2 de période t. Hein. Si vous prenez x égale r cosinus t, y égale r sinus t, bah, cosinus est de période de pi, sinus est de période de pi, donc x de t est de période de pi, y de t est de période de pi, on dit que la courbe est de période de pi parce qu'x, y ont la même période. Bon, dans la pratique, si gamma est périodique de période t, ben, je n'ai pas besoin de faire l'étude sur tous les domaines. Il suffit de prendre un domaine de longueur t et après, la courbe se répète sur cet intervalle. Donc, l'étude de la courbe gamma se fait uniquement sur un intervalle de longueur t. Hein. Par exemple, t0, t0 plus t, inter i, le domaine de f et g. La symétrie. Donc déjà, la périodicité a réduit le domaine. Imaginez que vous travaillez avec une fonction x égale cosinus t, y égale sinus t, et la période est de pi. Pensez que cosinus et sinus sont définis sur R, mais je n'ai pas besoin de faire l'étude sur tout R. Je fais l'étude seulement sur un intervalle de longueur de pi. Par exemple, moins pi, pi. Hein, c'est un intervalle de longueur de pi. Bon, la symétrie aussi nous permet de réduire les domaines. Ben, je dis qu'un point AB est un centre de symétrie. Si, quel que soit t, il existe un i tel que f de t1 égale 2a moins f de t, jeu de t1 égale 2b moins jeu de t. Le plus fréquent, lorsque vous prenez quel que soit t, ben, il existe un t1 égale moins t, par exemple. Hein. Parce que quand vous dites qu'il existe un t1 qui dépend de t, donc t1 égale moins t, tel que par exemple x de moins t, c'est moins x de t, y de moins t égale moins y de t. Et là, lorsque vous comparez la position d'un point M de coordonnées x de t, ça c'est M de t, et y de t, et vous comparez la position de M au point M de moins t, vous allez trouver que M de moins t a pour coordonnées moins x et moins y. Donc, ça, c'est m de moins t. Ce qui vous permet de conclure que m de t et m de moins t sont symétriques par rapport à O. Donc, on dit que O est un centre de symétrie. Donc, les cas où AB égale à 0, si FG sont impairs, bah, O est un centre de symétrie. Hein? Mais T1 n'est pas obligé d'être moins T. Mais là, je vous donne juste un exemple. Hein? C'est un cas fréquent. F et G sont toutes les deux sont impaires. Alors, vous avez un centre de symétrie qui est l'origine. Et le cas général, hein, ça peut ne pas être O, hein, c'est un point AB. Je vous ai donné la formule, mais c'est le même raisonnement graphique aussi pour bien voir que les deux points
hein, M de T1 et M de T sont symétriques par rapport à un point I. Voilà, je cite le cas particulier, F et G sont impairs, donc nous avons O centre des symétries. Symétrie par rapport à une droite parallèle à l'un des axes. Donc, gamma est symétrique par rapport à une droite D. Donc, ça, c'est le repère. Ça, c'est X, Y. Et ça, c'est la droite X égale A. Je vais dire qu'un point ici est symétrique par rapport à un point ici, hein. Symétrique de ce point par rapport à X égale A. Donc, j'ai dit que la droite x égale a est une droite de symétrie ou un axe de symétrie si, quel que soit t, il existe un T1 tel que l'abscisse de m de T1 égale de a moins f de t et l'ordonnée, c'est la même chose, hein. Elles ont la même ordonnée, mais m de T1 égale son abscisse x de T1 égale 2a moins x de t. Aussi, on peut prendre le cas A égale à 0, hein. X égale A, ça vous donne Y', hein. Donc, c'est un cas particulier, A égale à 0. Donc, et vous pouvez prendre, par exemple, F impair, G pair, hein. F impair, G pair, quel que soit T, il existe T1, hein. Si vous prenez A égale à 0, donc OY axe de symétrie, par exemple, hein, si vous prenez F impair, G pair. Donc, vous avez x de moins t égale moins x de t. Quand je dis x, c'est f. Quand je dis y, c'est g. Et y de moins t égale y de t. Donc, lorsque vous regardez ici, ça, c'est m de t. Lorsque vous comparez m de moins t à m de t, vous allez trouver qu'on n'a pas le même x, mais on a le même y. Les x sont opposés. Donc, ça, c'est m de moins t. Les x de moins t, c'est moins x de t, hein. Mais elles ont le même Y, donc vous voyez facilement que l'axe des Y est un axe de symétrie. Donc si vous dites F impair, G pair, ou bien X impair, Y pair, alors vous avez Y prime Y, axe de symétrie. Exemple, exactement, vous prenez F égale sinus, G égale cosinus. Donc F est impair, G est pair, donc il est clair que l'axe des Y est un axe de symétrie. Lorsque vous partez, par exemple, d'un domaine, ça vous permet de déduire le domaine? Donc, par exemple, imaginez que votre domaine, c'était R, par exemple, hein. Imaginez R. Dans notre cas, ce n'est pas le cas, hein. Il faut étudier la période et voir c'est quoi la période de cette courbe. Je vais le voir, je vais la voir avec vous tout à l'heure. Bah, si le domaine est R et je trouve que M de moins T est asymétrique de M de T par rapport à, par exemple, l'axe des Y, par rapport à l'axe des Y. Donc, je suis en train de déduire toutes les valeurs ici, imaginons qu'elles étaient positives, je suis en train de déduire toutes les valeurs ici à partir de valeurs ici. Donc, pourquoi faire l'étude ici? Je ne fais pas l'étude ici. Je coupe le domaine. Je prends le domaine prime 0 plus infini au lieu de prendre R et je déduis les autres points qui sont le M de moins T, hein, par symétrie de la branche qui est construite ici pour T appartient à 0 plus infini. Hein, je l'ai déduit par symétrie par rapport à l'axe des Y. Donc, j'ai réduit le domaine. Donc, c'est là que la symétrie me permet de réduire le domaine. Je vais un tout petit peu aussi regarder la périodicité de cette fonction. Comment vous déterminez la périodicité de cette fonction? Ben, vous avez f et 2π périodiques, 2π périodiques. Par contre, vous avez g et t2 égale 2π sur 2 égale π périodique. Et moi, je cherche la période des gamma. J'ai dit t, c'est la période commune, période
commune de F et G. Donc, donc T, c'est là où les deux coordonnées hein, se rencontrent, se rejoignent. Donc, je peux dire que T, c'est un K1, T1, c'est aussi un K2, T2. Et j'essaye de trouver les valeurs de K1, K2. Donc, ce qui va impliquer que K1 sur K2 égale T2 sur T1. Donc, T2 sur T1, c'est pi sur 2pi. Donc, égale 1 demi. Donc, je prends, ça c'est une égalité irréductible, ben, je prends K1 égale 1, je prends K2 égale 2, et cela implique que T égale, comme vous voyez, T égale K1 fois T1, donc 1 fois T1 égale 2pi, ou bien je dis c'est K2 T2. Donc, C2 fois T2, c'est 2pi. Donc, c'est comme ça que je détermine le domaine de gamma. Et j'ai dit, puisque la période de gamma, c'est 2pi, alors il suffit de faire l'étude sur un domaine de longueur pi. Bah, souvent, vous coupez en deux, c'est plus facile, bah, c'est plus pratique, hein. C'est la même chose si vous prenez 0,2pi ou bien pi 3pi, hein. L'important, c'est un intervalle de longueur de pi. Mais moi, je conseille moins pipi. Pourquoi? Pour comparer, pour étudier, parce que c'est plus pratique d'étudier la parité des fonctions. Et lorsque vous trouvez que j'ai une symétrie f était paire, donc f était impair et g était pair, donc on a y axe de symétrie. Cela me permet de couper le domaine. Au lieu de faire l'étude sur tout D, alors je considère le domaine D' égale 0pi. Je fais l'étude sur l'intervalle 0pi. Hein, après, il y a une procédure pour continuer à étudier s'il y a d'autres symétries. Hein. Et donc, je fais l'étude sur 0pi et je complète par symétrie par rapport à l'axe des Y. Bon, je peux tout effacer. OK. Donc, voilà ce que j'ai expliqué. On a la fonction de pi périodique. Bon, on a une symétrie, donc on a dit que, je disais toujours que la symétrie, c'était par rapport à l'axe des x. Je vais juste vérifier. On a dit, ça c'est m de t. Ben, m de moins t, donc x de moins t, c'est moins x de t. Et on a le même y. Donc, non, c'est y' qui est l'axe des symétries. Bon, on dit que maintenant, on dit que qu'une droite est, on dit que y égale b est un axe de symétrie de la courbe, si et seulement si, quel que soit t appartient à i, il existe un terrain tel que x ne change pas, mais y égale 2b moins t. En particulier, vous voyez bien, par exemple, c'est un cas particulier qu'on utilise souvent, que f est pair hein, et g impair. G impair. Ce qui fait que si vous avez m de t ici, qui a x de t, y de t, et je vais comparer m de moins t avec m de t, bah, puisque f est pair, donc x ne change pas, hein, c'est-à-dire x de moins t, c'est x de t. Par contre, j'ai impair, donc y de moins t, c'est moins y de t. Donc y de moins t, c'est moins y, hein, ça c'est y de moins t, il est moins y de t, il est à l'opposé de y, et ça me donne le point m de moins t, et qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que m de t, m de moins t sont symétriques par rapport quoi? À l'axe des x, donc x', axe de symétrie. Donc, en particulier, b égale à 0, donc vous avez y égale 0, c'est-à-dire l'axe des x, c'est un axe de symétrie, et on donne cet exemple, vous voyez bien
Cet exemple, vous voyez bien que f de moins t égale moins f de t. Par contre, g de moins t égale moins t plus 1 sur t, donc moins facteur t moins 1 sur t, donc c'est moins g de t. Donc f de moins t, c'est moins f de t. G de moins t, g de moins t, c'est moins t plus 1 sur t, donc c'est moins t, donc c'est moins g de t. Et dans ce cas-là, c'est pas le bon exemple parce que ça donne O centre de symétrie, n'est-ce pas? Ça vous donne que O est un centre de symétrie. Hein, parce que F est impair et G est impair. On aurait dû prendre, par exemple, G égale T2. Hein, G égale T2, ça aurait donné ça. Hein. Là, il dit 1, mais on a aussi une autre symétrie. Hein, on a une autre symétrie. Voilà, si je, parce que je ne suis pas obligé de dire T1 égale moins T. Donc, T1, c'est une fonction de T. Ben, si vous calculez x de T1 égale 1 sur T, vous trouvez que x ne change pas, et y égale 1 moins g dt, ce qui fait que voilà, x', x est un axe de symétrie. Hein, parce que m de T1 et m de T2 sont symétriques par rapport à l'axe des x. Hein, n'empêche pas que aussi cette courbe a aussi un centre de symétrie. Donc j'ai deux symétries. Le branche infini, je vais voir il reste combien de temps? Parce que je n'essaye pas de faire beaucoup de vidéos trop longues. Moi, je pense m'arrêter là. Hein.